Un maillerie géant était organisé ce matin dans le quartier de l'Îlet-Malouin. Ce sont les services de la mairie de Cayenne et de la CACL qui se sont mobilisés pour redonner un autre visage à cette zone privée de collecte de déchets. Thomas Pesquet est de passage en Guyane. L'astronaute français qui a passé 196 jours dans l'espace l'année dernière est venu visiter notre centre spatial. Il se confie sur sa nouvelle vie dans notre journal. Auguste Horth et l'association MO sont des figures incontournables du carnaval qui ont vu, depuis près de 4 décennies, évoluer les tenues de Touloulou, portrait d'un homme devenu expert dans l'art de sublimer nos ambassadrices du carnaval. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe, je vous présente nos excuses pour ces délais qui nous ont été imposés par des problèmes de liaison. Cela n'empêche pas notre journal d'être disponible en direct sur Facebook. Ce matin, les 500 frères avaient convié des sympathisants à une conférence de presse organisée devant le centre hospitalier André Rosemont, se considérant comme victimes d'une chasse aux sorcières orchestrée par l'État suite au mouvement de mars et avril. Olivier Goudet en appelle à la solidarité des Guyanais au micro de Jonathan Lariot. Nous voulons tout simplement interpeller l'opinion publique et dire pourquoi le camarade Simonard aujourd'hui est en difficulté. Il n'a pas voulu faire un geste déplacé, violent, pour tout simplement par plaisir, mais tout simplement parce que nous étions en soutien aujourd'hui aux camarades du char qui exigeaient une des causes légitimes avec la complicité de certains de nos élus. Donc, en tous les cas, je prends mes responsabilités de citer des noms. Monsieur Rodolphe Alexandre, Madame Marie-Laure Finera-Horth, qui a marché contre le mouvement de mars-avril. Aujourd'hui, l'État ne veut rien donner aux Guyanais. Et pour ne pas respecter les accords de Guyane, ils essaient de couper la tête aux 500 frères. Quand nous entendons Monsieur David Richer, le président des maires, dans le mouvement qui disait « ouais, nous là qu'est autres, hein, nous là, nous qu'est autres ». Et aujourd'hui, ce même David Richer, à la venue du président Macron, qui baisse son froc et qui fait la courbette. Et donc, nous disons que chacun devra assumer leurs responsabilités. En tous les cas, nous assumons nos responsabilités. Nous avons dit et nous appelons la population à venir en masse, le jeudi 19 à 14 h devant le tribunal de grande instance. Je vous le disais en titre, un maillerie a été organisé par la mairie de Cayenne et la CACL à l'Îlet-Malouin. Le quartier doit faire face à des dépôts de déchets impossibles à évacuer de façon traditionnelle. Un reportage de Gaël Oassim. Rongeurs, cafards et autres nuisibles avaient élu domicile sur cette montagne de détritus. Les autorités ont décidé de les déloger. Ce matin, une opération de nettoyage organisée par la municipalité de Cayenne et la CACL a mis fin à cette cohabitation qui inquiétait au plus haut point les habitants. Déjà, c'est quelque chose parce que, comme je disais, que la pauvreté ne peut pas dire être malpropre. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans un quartier pauvre qui veut dire qu'il faudrait qu'on soit sale. Donc, ce qu'elle a fait, ça m'a fait déjà un grand plaisir. Et est-ce que ça va améliorer quelque chose? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Je ne pourrais pas vous dire, ça dépendra des habitants du quartier. Parce que ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas de la municipalité, ça dépend de nous-mêmes. D'arrêter de jeter les ordures pour notre bien-être. Pour la communauté d'agglomération du centre littoral, cette opération ponctuelle se résume à un ramassage de dépôts sauvages avant la reprise des rotations journalières de collecte d'ordures. Lorsqu'on a fait la distribution des bacs jaunes en 2015, on avait distribué des bacs sur l'Îlet-Malouin. Donc tous les habitants ici ont leurs bacs, sauf que la collecte a été interrompue entre-temps. Donc on va reprendre petit à petit. Donc pour l'instant, le but c'est d'évacuer les déchets, de faire ramasser tout ce qui est ordures ménagères et encombrants. Il n'y aura pas de ramassage de bacs jaunes sur l'Îlet-Malouin pour l'instant, en attendant que le pont soit refait. Mais donc voilà, le but c'est d'évacuer le maximum de déchets. La municipalité de Cayenne s'étant penchée sur le problème, tente de trouver des solutions afin d'éliminer du paysage ces dépôts sauvages. Nous sommes là pour pouvoir justement régler cette problématique et j'avertis les habitants quand même que je vais être très très vigilante. Je reviendrai chaque semaine pour suivre l'évolution une fois qu'on aura installé le local qui va accueillir les containers. Mais je compte sur les habitants. On ne peut pas au XXIe siècle
vivre dans un quartier insalubre comme celui-là, c'est pas possible. Donc j'ai expliqué aux habitants et c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est pour pouvoir affronter les habitants, échanger avec eux. Et je pense que vous avez entendu la dame qui est passée tout à l'heure, elle m'a dit, Mme le maire, ou qu'elle peut faire ça au lait, il est toujours sale. Mais il faut qu'on essaye, c'est pas normal. Il faut qu'on éduque ces habitants et leur faire comprendre que c'est pas possible. Une opération courte pour un bilan positif. Après 2 heures de nettoyage, près d'1 tonne de déchets a été récoltée. Cela fait donc des mois que les camions poubelles ne peuvent pas accéder à cette zone. Pour quelles raisons? Les explications de Marie-Laure Finera-Hort au micro de Gaël Oassim. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que la ville de Cayenne s'est penchée sur cette problématique de ramassage des ordures ménagères. Tout le monde sait que le pont Bélé qui permet d'accéder à l'île Malouin a des problèmes et il me faut trouver 260 000 € pour pouvoir le réparer. Alors c'est clair, la ville de Cayenne et la CACL avaient proposé de mettre des bacs de l'autre côté de l'île Malouin. Soit les bacs ont été volés, soit les habitants refusent de traverser le pont pour venir déposer leurs sachets. Et donc aujourd'hui, bon, ils ont amassé, ça fait des mois qu'on essaie de trouver une solution. Donc la ville de Cayenne a créé une entrée-sortie sur la 2x2 voies Galmo. Bon, il se trouve que les prestataires trouvent que c'est trop fragile. Donc je vais investir 30 000 € pour pouvoir équilibrer la voirie, de façon à permettre aux camions collecteurs de passer par là. Alors, dans un premier temps, nous allons buser la partie où nous sommes là, pour faire un emplacement en béton, pour permettre donc la collecte des sachets poubelles. Chaque habitant viendra déposer dans les conteneurs qui seront placés là. Et comme il y aura un ramassage régulier, donc j'espère qu'on ne va pas arriver à ce stade. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux habitants, que quelque part, c'est ni la faute de la mairie ni la faute de la CACL, et c'est aussi un peu de leur faute, donc, parce qu'il y a beaucoup d'incivilité. Direction la ville spatiale à la rencontre de Thomas Pesquet, qui est de passage en Guyane. Le 10e Français à être parti dans l'espace est venu visiter le CSG et rencontrer notre jeunesse. Pierre Tréfou l'a accompagné. Après avoir survolé la Guyane à bord de la station internationale, le spationaute Thomas Pesquet était en visite au centre spatial guyanais pour faire découvrir sa mission de 6 mois dans l'espace. Pour l'occasion, de nombreux fans de l'astronaute sont venus à la conférence organisée par le Centre national d'études spatiales. Il est super, sa conférence était extraordinaire, ça fait rêver tout le monde, ça c'est sûr. Et il est top, il a plein d'humour, il s'intéresse à tout le monde et voilà, il nous partage vraiment ce qu'il a vécu avec toutes ses émotions et vraiment c'est top. L'astronaute de 39 ans a eu le plaisir de rencontrer les élèves du village de Trois-Palais-Tuviers, près de Saint-Georges, avec lesquels il avait discuté lors de sa mission. Mais le retour sur Terre a un coût, une starification à laquelle les astronautes ne sont pas préparés. Moi, je pense que ça fait partie du boulot, mais on ne me donne pas le temps de le faire. Je veux dire, je le fais sur mon temps libre, soyons clairs. À bord de la station spatiale, on n'a pas du temps pour faire les photos, on n'a pas du temps pour tweeter. On fait ça le soir, on fait ça le week-end, on fait ça le dimanche. Et puis voilà, ça a marché peut-être un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Je t'avoue qu'en partant, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. C'était ma première mission, je savais que j'allais faire de mon mieux. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens ont adhéré, ont suivi ça, tant mieux si c'est pour que ça ait des conséquences positives. Moi, je parle beaucoup d'éducation, de protection de l'environnement, de recherche, de science. Donc si ces messages-là, ils passent, si le prix à payer pour ça, c'est de ne pas pouvoir prendre un café tranquille en terrasse avec ses amis, voilà, je suis prêt à le payer. Sa nouvelle mission est donc de faire découvrir l'aérospatial au public, mais aussi et surtout de le sensibiliser sur l'écologie. C'est tout bêtement comprendre que la Terre c'est un grand vaisseau spatial, qu'on est tous sur le même bateau. C'est la manière la plus simple de le dire, mais en même temps je pense la plus parlante. C'est de se dire que l'expérience qu'on a nous à bord de la station spatiale, en fait on est tous en train collectivement d'avoir la même sur Terre. On est tous l'équipage d'un grand vaisseau spatial qui est parti dans un voyage intersidéral. Et ce vaisseau spatial, il faut l'entretenir, il faut économiser les ressources de la même manière qu'on le fait à bord de la station spatiale. On n'a pas choisi l'équipage, c'est certain, que ce soit là-haut ou ici sur Terre, mais on n'a pas le choix. Si on veut que le voyage continue à durer dans les meilleures conditions possibles, il faut faire ce qu'il faut pour ça, et ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc c'est la leçon que nous on apprend dans l'espace et qu'on essaie de transmettre en revenant sur Terre. Thomas Pesquet s'est envolé cet après-midi pour Toulouse pour donner de nouvelles conférences. Sa prochaine mission sera de passer sa certification pour devenir pilote d'Airbus A310.
Le chiffre de la semaine est le 10. Arianespace vient de commander 10 lanceurs Ariane 5 à l'industrie spatiale pour un montant total de 1 milliard d'euros. Il s'agit des derniers lanceurs de cette gamme. Kerwin Assid est sur le plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Kerwin. Bonsoir Chrysler. S'agit-il de la fin d'Ariane 5 ? Pas du tout. En tout cas, on rentre actuellement dans une période de transition. Donc, pendant quelques années, on va utiliser de l'Ariane 5 et de l'Ariane 6. Donc, puisque Ariane 6 est prévu donc mi-2020, et donc pendant quelques années, je pense 3 ans, donc on va lancer de l'Ariane 5 et de l'Ariane 6 jusqu'à ce que Ariane 6 soit suffisamment fiable et posé donc sur son socle pour pouvoir utiliser que de l'Ariane 6. En parlant d'Ariane 5, combien reste-t-il de lanceurs dans les tuyaux? Donc vous parlez de la commande de tout à l'heure, donc avec cette commande-là, donc aujourd'hui il y a 23 Ariane 5 en production ou à produire jusqu'à la fin des années 2020. Quel est le programme d'Arianespace pour l'année en cours? Le PDG d'Arianespace vient d'annoncer il y a quelques jours à Paris donc un programme très ambitieux. Donc il prévoit 14 lancements donc en Guyane en 2018. C'est un programme très ambitieux, donc c'est presque un record si on y arrive. Donc il y aura 7 Ariane 5, 4 Soyouz et 3 Vega. Et le prochain lancement donc est prévu donc le 25 janvier, donc dans quelques jours. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Je vous en prie. Direction la Martinique maintenant, le prêcheur plus précisément, qui s'organise pour faire face à d'éventuelles nouvelles coulées de boue qui menacent la commune. Les habitants sont sur le qui-vive. Guy-Raphaël René a été à leur rencontre. 3 jours après la coulée de boue, nombreux sont ceux qui viennent satisfaire leur curiosité après avoir entendu parler de plus de 4 mètres de matériaux volcaniques accumulés dans le lit de la rivière. Juste à côté, les habitants du quartier Les Abîmes, le plus exposé de la commune, sont sur le qui-vive. Ils craignent un nouvel épisode. Le danger est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Parce que les volcanologues, ils surveillent, ils survolent la montagne en hélicoptère. Nous sommes des simples habitants. Nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe en hauteur. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le volcan. Je habite sur les hauteurs. Alors, je ne vais pas dire trop inquiétude. Pour les autres, oui. Et pour moi, non. Moi, ce que je vais souhaiter, tous ceux qui se trouvent et ceux qui se trouvent en bordure, si on annonce de sortir, le meilleur conseil que je peux leur porter, c'est de sortir. Les gens, ils ont déjà tout préparé. Depuis hier, on l'a dit de préparer les papiers et puis les petits bésambiles pour pouvoir s'habiller un petit peu. Mais les gens sont prêts à évacuer assez rapidement. Tout le monde est au courant. Et puis là, je crois qu'on a pris conscience de la gravité de la situation. Hier soir, une réunion d'information et d'échange avec la population à l'initiative de la municipalité a eu lieu. Ce matin, une cellule de crise s'est également réunie avec le sous-préfet et les pompiers pour faire le point sur la rencontre d'hier soir. Il faut bien donner aux gens tous les éléments, je veux dire à la fois d'information sur le phénomène, l'organisation aussi des différents dispositifs, notamment le dispositif d'évacuation et le dispositif d'alerte. Et c'était aussi l'occasion de recueillir les suggestions, les avis, l'opinion des habitants, parce que nous sommes toujours dans cette volonté de participation des habitants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et dans un contexte d'urgence, je crois que la population doit être également associée. C'est tout ce que représentait en fait cette démarche de réunion lors de la réunion d'hier. Dans le dispositif de sécurité, un système d'alerte a été mis en place avec les pompiers et l'Observatoire du monde des cadets en cas d'une nouvelle menace. L'objectif, prévenir la population suffisamment tôt si l'évacuation s'avère nécessaire. Pour cela, nous avons un système de détection à plusieurs niveaux. Tout d'abord des capteurs électroniques qui sont au niveau de la rivière, qui adressent un message automatique au centre d'alerte et de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers à Fort-de-France. Et ce message est un message sous forme de SMS qui est crypté, qui est codé. Donc dès réception de ce message, les agents du centre d'alerte appellent l'observatoire vulcanologique et demandent une interprétation de ce message. Si les données de ce message indiquent qu'il y a un danger pour la population, immédiatement l'observatoire nous le signale et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers situés au centre d'alerte appellent sur le terrain des sapeurs-pompiers qui sont en faction 24 heures sur 24 avec d'autres agents de la commune pour déclencher un système d'alarme manuel qui va alerter la population et lui dire il faut évacuer rapidement. Pour l'heure, la vigilance est de rigueur aux prêcheurs, particulièrement aux abords de la rivière. Des précipitations sont attendues dans les jours qui viennent et pourraient entraîner de nouveaux lahards. Restez avec nous à venir dans votre journal. Vendredi gourmand pour les élèves de l'île de Cayenne qui ont pu déguster une galette traditionnelle et puis rencontre avec Auguste Hort, figure incontournable de notre carnaval qui habille nos Touloulous depuis maintenant 40 ans.
Les tuk-tuk envahissent la capitale guadeloupéenne. Ce mode de transport que l'on voit aussi se développer dans les rues de Cayenne a été adopté à Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter l'ont testé. Plus besoin de voyager en Asie pour une balade en tuk-tuk. C'est désormais possible chez nous pour un petit tour de Pointe-à-Pitre en pousse-pousse électrique. On propose des balades à travers la ville, à travers les musées, à travers les maisons créoles, les places, les églises aussi qu'on fait visiter, le Memorial Act aussi. On arrive à faire des balades jusque là-bas. On propose vraiment des balades en plusieurs langues. On a des pilotes ou des copilotes qui parlent anglais, français, espagnol, italien et aussi créole pour nos amis martiniquais et même guadeloupéens. Les touristes, quand ils descendent, quelquefois ils viennent en famille. Donc on se retrouvait un peu coincé pour pouvoir transporter les familles. Et aussi c'est pour pouvoir répondre aussi à une demande de la population locale. Pour Elvira en escale dans la ville, c'est l'occasion pour elle de découvrir Pointe-à-Pitre différemment. C'est très joli, écologique et les personnes qui conduisent sont très gentilles. C'est une bonne idée. Oui, je suis très heureuse de rencontrer cette voiture qui pousse-pousse s'appelle. Oui, très confortable. Surtout pour moi, que je n'aime pas des sièges durs, c'est comme un sofa. La balade façon tuk-tuk dure entre 30 et 45 minutes, du port au marché aux épices, en passant par les rues mythiques de la cité pointoise. Coup de projecteur pour nos cinéastes en herbe. La deuxième édition du festival Nouveau Regard se déroulera du 7 au 11 mars. Nos talents jusqu'au 18 janvier pour faire parvenir leurs courts et longs métrages filmés avec leur téléphone. Le lien d'inscription est disponible sur notre page Facebook. Le devoir de transmission se fait aussi via le goût et le palais. Ce midi, les élèves de Cayenne ont eu la chance de déguster des galettes d'antan pour leur faire découvrir nos saveurs traditionnelles. Gaël Oassim s'est laissé lui aussi tenter. C'est le jour des galettes, alors on était obligé de les distribuer aujourd'hui. Ils ont aimé parce que tout le monde, ils ont tout mangé. Et ils ont aimé la galette. Des couronnes, oui, des couronnes, c'était prévu. Voilà, c'est toujours comme ça. Les rois, les rois doivent choisir le reine et le reine aussi, la reine doit choisir le roi. C'est comme d'habitude, c'est notre tradition. C'est le carnaval, ils vont aimer. Ils savent que tous les vendredis, ils attendent que ça. Est-ce que tu as aimé la galette? C'était bon? Oui. Oui, c'était bon? Oui. T'as eu la fève ou pas? Non. C'était bon la galette, elle sera super bon, mais on n'a pas trouvé la fève. Tout le monde n'a pas trouvé la fève. Oui, aussi le roi choisit une reine et la reine choisit un roi. Ce week-end ne sera pas seulement sportif dans les universités, car un championnat régional de kayak polo est organisé au Rorota. Florian Lelay, entraîneur de la section Guyane, est sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir, monsieur Lelay. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Alors, première question, pouvez-vous nous expliquer le principe du kayak polo, qui est un sport assez méconnu? Et oui, alors c'est un sport d'équipe en canot et kayak sur l'eau. Donc, c'est un peu un mix entre le water polo, le rugby, le handball. Donc voilà, c'est un sport avec beaucoup d'intensité, avec 5 joueurs qui s'affrontent, un but qui est en hauteur, un peu comme au basket, et un gardien qui essaye d'arrêter les buts en levant sa pagaie. C'est un sport d'adulte. Est-ce que les enfants peuvent y jouer? Bien sûr, ouais, on a une catégorie Timoun qui commence à partir de 10 ans, et ensuite les catégories un peu comme dans tous les sports co, en moins de 15, moins de 18, et après senior.
Quels sont les enjeux du championnat qui est organisé ce week-end? Du coup, c'est la première manche du championnat régional qui débute ce week-end, donc au lac du Rorota, à Rémire. Et il va y avoir 6 clubs qui seront représentés, donc en partant de Saint-Georges, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Apatou. Donc voilà, une belle diversité de la Guyane sera là. Si on souhaite justement assister à ce championnat, où est le rendez-vous? Quelle heure? Alors, donc, il y aura des matchs à partir de samedi, 11h, jusqu'à 17h, et on reprend dimanche de 8h30 jusqu'à 12h30. Quelle suite pour le champion qui va se distinguer? Alors, du coup, donc, le championnat régional comporte 3 journées de championnat. Donc, la deuxième journée de championnat aura lieu à Saint-Laurent dans un mois et demi, et la dernière journée à Kourou au mois de début juin. Et donc le champion régional ensuite peut participer à une rencontre avec l'ensemble des champions régionaux de France pour accéder à la Nationale 4 ensuite. Et donc, cette année, le champion régional ira certainement en métropole pour disputer le championnat de France N4. Un programme donc bien chargé. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis le rendez-vous est donné donc samedi à partir de 11h au Rota. Exactement, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À quelques heures de la rentrée universitaire de nos Touloulous, nous avons été à la rencontre d'un homme qui les sublime depuis maintenant 40 ans. Auguste Horth nous a invités dans son antre et Jonathan Larieux s'est laissé guider. Cette salle, c'est une véritable caverne d'Ali Baba du Touloulou. Ces centaines de robes exposées viennent d'une même main de maître, celle d'Auguste Horth. En près de 40 ans de couture, cette figure incontournable du carnaval a confectionné plus d'1 millier de robes différentes. Aux Aïval et à l'Afrique, puisque c'est la grande période de l'Afrique, le wax, vous avez vu, là, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas oublier aussi la brillantine, le tissu brillant, les gens aiment ça, vous avez vu. Après, il y a la baudre anglaise, les gens aiment ça, c'est toujours ça part pas ça. Après, vous avez la dent. Et cette robe-là, par exemple, vous avez vu, presque tous les samedis, elle est dehors. Et elle part à chaque fois cette robe-là. Mais le temps fait aussi son travail et les mentalités évoluent. Les robes d'antan ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et Auguste doit faire face à un Touloulou d'aujourd'hui, toujours plus exigeant. Avant, c'était des robes déjà en coton. C'était des rivières salées, c'était des chaussettes, on ne mettait pas des gants, les femmes ne mettaient pas des talons, c'était des tennis ou des ballerines. Des ballerines, l'évolution, ah oui, maintenant c'est en talons, c'est des gants, c'est près du corps, enfin, je suis le plus beau Touloulou. Faire fabriquer son costume coûte cher, la location va de 30 à 90 €, et plus on en rajoute, plus le prix augmente. Le costume du Touloulou, c'est avant tout un business. Depuis lundi à aujourd'hui, il y a eu 57 robes réservées. Pour un petit week-end. Après, quand c'est des week-ends assez importants, 3e, 4e, la pièce elle est vide. Pour la soirée du 6 janvier, j'ai préparé 24. Et là, il faut compter une centaine de robes de chaque période. Le carnaval commence à peine et pour Auguste et son équipe, l'heure est à se retrousser les manches pour pouvoir fournir les costumes des temps prisés, bal paré masqué. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 12 janvier. Un maillot géant était organisé ce matin dans le quartier de l'Île-et-Malouin. Ce sont les services de la mairie de Cayenne et de la CACL qui se sont mobilisés pour redonner un autre visage à cette zone privée de collecte de déchets. Thomas Pesquet est de passage en Guyane. L'astronaute français qui a passé 196 jours dans l'espace l'année dernière est venu visiter notre centre spatial. Il s'est confié sur sa nouvelle vie dans notre journal. Auguste Horth et l'association Mo sont des figures incontournables du carnaval qui ont vu depuis près de 4 décennies évoluer les tenues de Touloulou, portrait d'un homme devenu expert dans l'art de sublimer nos ambassadrices du carnaval. Merci d'avoir suivi cette édition malgré nos petits aléas techniques. Excellente soirée sur ATV Guyane et surtout bon week-end. Que tengan una buena noche.